What's up, guys? Aujourd'hui... What's up tout le monde et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Cette semaine, on va parler de comment se poser les bonnes questions en trading, en investissement avant de prendre position. Donc sur ce, bonne écoute. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Encore une fois, nous sommes pas conseillers financiers. On a une série absolument incroyable de questions parce que je crois fortement et on croit fortement que dans la vie, si tu te poses des bonnes questions, tu vas avoir de beaux résultats. C'est aussi simple que ça. La qualité des questions que tu te poses va créer la qualité des réponses et potentiellement la qualité de tes actions et donc la qualité de ta vie aussi. En gros, la qualité de tes questions détermine la qualité de ta vie. On a une série de questions absolument incroyables qui prendraient 1h30 à partager avec vous, mais on a sélectionné 7 grandes questions à se poser lorsqu'on trade et on investit. Et on vous les partage maintenant. All right. Commençons avec la première question. Je me sentais comme dans un jeu télévisé. C'était très drôle quand tu as fait l'introduction. Yes, comme disait Sam, les bonnes questions mènent souvent les bonnes réponses. Si tu as des mauvaises questions, tu as des mauvaises réponses aussi. Donc, nous, on va se poser des bonnes questions aujourd'hui. Il y en a 7. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. All right. So, la première question, et je crois que moi, c'est celle qui m'impacte le plus en l'occurrence, c'est qu'est-ce que je ne sais pas et où est-ce que je pourrais me tromper? Je crois que cette question-là, même les autres questions sont très bonnes, on ne va pas dire le contraire, mais je crois que cette question-là, elle peut littéralement te remettre en question sur tous les sujets que tu viens élaborer, tous les sujets que tu veux développer. C'est même que tu sois bon, que tu sois mauvais, que tu sois en évolution, qu'est-ce que je ne sais pas encore et où est-ce que potentiellement je pourrais me tromper? Qu'est-ce que vous en pensez, guys? Moi, je pense que c'est une des questions les plus importantes. Et les gens qui nous écoutent maintenant, si vous êtes en auto, attendez lorsque vous allez arriver chez vous. Sinon, notez-les, ces questions-là. Parce que c'est vraiment des questions que vous devriez vous poser à chaque trade ou à chaque investissement. Certains d'entre eux, c'est plus à chaque trade, mais il y a certaines questions ici que vous devez poser à chaque trade, à chaque investissement. Et moi, je pense que cette question-là, la première, comme tu as dit, c'est une des plus importantes. C'est vraiment se poser la question, OK, je suis assis ici, je suis prêt à faire ce long ou ce short ou cet achat ou cette vente. Qu'est-ce que je ne sais pas? Quelle information il me manque? C'est où que je pourrais me tromper? Et en se posant cette question, des fois, ça nous permet de réaliser qu'on était... Moi, je trouve que c'est une bonne question pour voir des fois si on n'était pas un peu trop émotionnel. Cette question, souvent, peut nous faire voir, oh, ben en fait, je me trompe ou qu'est-ce que je ne fais pas penser ou comment je me sens actuellement aussi. Ah, ben peut-être je suis un peu trop émotionnel ou peut-être je n'ai pas pensé à X, Y, Z. Le but, c'est pas de venir créer du doute dans ce qu'on fait. Au contraire, le but, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucun doute pour renforcer nos confirmations de prendre cette position ou pas, ou ce trade ou cet investissement ou pas. 100%. Puis, quelque chose que je vais ajouter, c'est que, par exemple, pour moi, j'ai réalisé que le plus de gains que j'ai, le plus... Ben, auparavant, en passant, OK? Le plus de gains que j'ai, le plus que je deviens arrogant. Et... C'est pour ça que tu es tellement arrogant. Et depuis que j'ai commencé à me poser ces genres de questions, comme qu'est-ce que je ne sais pas, on dirait que je deviens plus humble. C'est surpris? C'est pour ça que tu es autant arrogant. C'est bon, ça. OK, alors c'est vraiment une super de bonne question. Puis, pas même, ça m'a permis de devenir plus humble, mais aussi, ça me permet aussi de devenir plus curieux par rapport à aller un peu plus en profondeur dans cet art. Alors, dans ma situation, c'est quoi mon art en moi? C'est le price action. Et c'est vraiment cette curiosité qui m'a... Ce côté curieux et ce côté humble qui m'a aidé à avoir une meilleure connaissance du price action. Aussi au niveau de ton évolution en tant que personne. On apprend au début, on avance. Il y a toujours une période où on se dit, c'est bon, je sais tout. C'est bon, je maîtrise maintenant le sujet. Si tu ne te poses pas cette question, tu ne vas pas avancer. Surtout si on parle de trading d'investissement. Le marché évolue tout le temps. Il faut évoluer, nous aussi. C'est un niveau où tu deviens consciemment compétent, ce qui te rend ironiquement inconsciemment incompétent. Exactement. C'est un cercle. Est-ce que tu veux lancer la deuxième question, Wassim? Let's go. À qui d'autre dois-je m'adresser pour approfondir mes connaissances?
Gory. Très bonne question. Ah, Gory directement. C'est ça. Ça, c'était quelque chose de très difficile pour moi parce que on peut dire, dans l'industrie, il n'y a pas beaucoup de gens... Ben, en tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui tradaient comme moi, qui tradaient sans utiliser aucun outil, qui tradaient sans utiliser aucun indicateur, etc. Alors, à qui tu dois t'adresser? Ben, premièrement, tu dois t'adresser à toi-même. C'est quoi ton style de trading? C'est quoi ta vision du trading? Alors, pour moi, quand je regardais d'autres personnes qui utilisaient des choses subjectives, des confirmations subjectives pour analyser le marché, je me demandais, OK, cet indicateur est capable d'indiquer par rapport à où ce que le prix était. Comment l'indicateur est capable d'indiquer où ce que le prix était? Est-ce qu'il y a une manière pour moi de savoir la même chose que qu'est-ce que l'indicateur savait? Tu vois? Alors, je me suis posé des questions. Est-ce que je suis capable de faire qu'est-ce que les outils font? Est-ce que je suis capable de faire qu'est-ce que les indicateurs font? Est-ce que je suis capable de faire qu'est-ce que les nouvelles font sans utiliser ces trois choses-là? Et cette curiosité m'a permis de pouvoir savoir c'était quoi exactement le style de trading que je voulais me lancer. Alors, la première question à se poser, à mon avis, par rapport à ça, c'est quoi ton style de trading? Tu dois t'adresser à toi-même. Deuxième question tu dois te poser, c'est qui trade comme que moi, je veux trader? C'est ça. Moi, je pense que c'est une excellente question aussi à qui d'autre dois-je m'adresser pour approfondir mes connaissances. Puis, je pense, oui, à d'autres traders ou investisseurs, ça peut être intéressant. Mais moi, je pense que cette question-là, on peut la pousser plus loin et même à qui d'autre qui n'est pas un investisseur ou un trader, mais qui a des connaissances dans ce domaine-là. Par exemple, je vous donne un exemple qui n'a aucun rapport, mais il y avait un magicien, il expliquait qu'il fait un tour de magie pour deviner le mot que quelqu'un va prendre au hasard dans un livre. Mais il y a genre des milliers de mots dans le livre. So, il est comme, OK, comment je vais faire pour faire ce tour de magie? J'ai aucune idée comment. En faisant quelques recherches, il a réalisé, OK, si tu dis aux gens, ouvre le livre au hasard, ils ouvrent le livre au milieu. Donc déjà, tu viens de couper la fin et le début, ce qui réduit les mots. 60% des gens ouvrent après la moitié du livre. Exactement. Cela est comme, OK, super, ça, j'ai juste une moitié de livre sur lequel me concentrer. Ensuite, il a rajouté quelques trucs, puis là, il a réalisé, ouais, mais ça n'empêche pas qu'il me reste quand même plein de mots. So, comment je vais faire? Il est allé voir quelqu'un qui est une linguiste, qui est dans les lettres et tout. Aucun rapport avec la magie. Et la personne, lui, il ne savait pas comment faire. Il était perdu. Et la personne a dit, c'est super simple. Dis aux gens de choisir un long mot. Et pour les gens, un long mot, c'est un mot qui a minimum, je pense, 7 ou 8 lettres. C'est ça. Et vu que la majorité des mots sont en dessous de 7 ou 8 lettres, ben, il venait encore de réduire pour pouvoir justement finir par deviner le mot des gens et faire ce tour de magie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé complètement en dehors du domaine de la magie. Il est allé parler à quelqu'un qui est dans les mots, dans l'écriture. So, des fois, par exemple, je sais pas, tu veux investir dans l'automobile. Mais je sais pas, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir un mécanicien. Lui, il va avoir une perception, il va vraiment comprendre ce domaine-là. Il va pouvoir te donner une perception et compréhension que tu n'avais pas en tant qu'investisseur, qui peut maintenant te guider aussi. Donc, je pense que aller à qui dois-je m'adresser? Premièrement, aux gens qui ont les résultats que je veux pour pouvoir apprendre d'eux, mais aussi à des gens qui sont dans des domaines spécifiques, pas nécessairement avec l'investissement, mais qui peuvent m'amener à une vision sur ce domaine-là. 100%. Et faire attention aussi, surtout avec les réseaux sociaux, à la facilité, aux faux éducateurs, aux influx voleurs, tout ce que tu veux, et de se concentrer sur quelqu'un qui va vraiment te partager un processus et non des résultats. La question, je l'aime beaucoup. Au-delà des réponses que vous avez apportées, qui étaient vraiment, vraiment, vraiment bonnes, je trouve que cette question-là, à qui dois-je m'adresser pour approfondir ma connaissance, je trouve que cette question est super importante parce que déjà, elle te met dans une situation où tu te laisses une porte ouverte au fait d'apprendre de quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est déjà une bonne base quand tu veux te lancer dans un domaine. C'est déjà te laisser cette porte ouverte-là et pas croire que j'ai besoin de personne, j'en suis capable seul ou je vais le faire par moi-même. Parce que dans ce domaine-là du trading, de l'investissement, si on parle des finances au niveau global, vouloir absolument tout faire tout seul et se dire que ça va être
correct et ça va être facile. Je crois que c'est une des plus grosses erreurs que beaucoup, peut-être même d'entre nous, en tout cas moi, si je parle de moi, c'est une erreur que j'ai pu faire au début. Penser que tu es capable et que tu es suffisant de faire toutes ces choses-là par toi-même, avec les petites choses que tu vas trouver sur Internet, et penser que tu vas pouvoir te développer avec ça, c'est la plus grosse des bêtises qu'on peut penser. Juste par-dessus, qu'est-ce que tu viens de dire? Juste enlève ce mindset de loup solitaire. Tu vois, les gens, à mon avis, les gens qui réussissent le plus, c'est des gens qui s'entourent d'une communauté et des bons mentors. OK? La prochaine question, en fait, on va mettre les deux ensemble. Donc, on vous a dit 7 questions. C'est bien 7. C'est juste qu'on va mettre les deux prochaines ensemble. Quel est le deuxième niveau de pensée et quel est le point de vue non consensuel? Donc, ça, c'est super important à comprendre parce qu'en fait, ce qu'on veut comprendre, c'est quoi le premier niveau de pensée des gens et donc, quel est le deuxième niveau de pensée? Et grâce à ce deuxième niveau de pensée, quel est le point de vue non consensuel? Donc, c'est un peu comme un domino, cette question. C'est comme en 3 phases. C'est quoi le premier niveau de pensée? C'est quoi le deuxième? C'est quoi le point de vue non consensuel, justement, relié à ce deuxième niveau de pensée, qui va donc à l'encontre du premier niveau de pensée? Quelque chose que j'aime bien dire, surtout avec le trading, c'est un peu comme une game d'échecs, une partie d'échecs. Tu vas perdre la partie d'échecs si tu penses juste au premier move que tu vas faire, au prochain move que tu vas faire. Mais si tu penses au move d'avant, ou l'autre move d'avant, ou l'autre, ce qui peut faire ses possibilités, c'est là où tu as des meilleures chances de gagner la partie. Et c'est là où on va en venir avec deuxième niveau de pensée. C'est quoi les questions à se poser, ou c'est quoi la manière de réfléchir derrière la première manière de réfléchir. Et tu sais que cette première manière de réfléchir, ben, c'est la masse qui réfléchit de cette manière. Donc, il faut un peu le contraire, se poser les bonnes questions. Pourquoi tout le monde veut aller maintenant sur ce projet? Pourquoi j'attendrai pas? Pourquoi maintenant tout le monde a peur de ce projet par rapport à ça? Qu'est-ce qui est derrière? C'est très bon ce que tu partages. Et tu vois, je crois qu'il y a une question qu'on peut se poser très facilement ici, c'est tu peux poser la question de quelle est la vision des gens, et après pose-toi la question de ce qu'ils ont oublié. À quoi est-ce qu'ils ne pensent pas? Pose des questions aux gens, demande-leur comment ils se sentent par rapport à tel sujet, tel domaine, tel investissement. Et une fois que tu as recueilli toutes ces informations, pose-toi à toi-même la question, qu'est-ce qu'ils ont oublié? Et de cette manière, je pense que pour venir vraiment simplifier ce principe de second level thinking, eh bien, tu peux aller très facilement en te posant cette question à savoir, ben, qu'est-ce qu'ils ont oublié dans cette vision-là, ces personnes? Qu'est-ce qu'ils t'ont pas dit ou qu'est-ce qu'ils ont mis de côté et qui te semble important? Je pense que moi, j'irais de cette manière-là, en tout cas. Surtout que les humains, surtout investissement, crypto, trading, les gens pensent court terme. Et regarde, qu'est-ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? Pas plus loin. Ouais. On regarde, par exemple, le support résistance d'aujourd'hui. On ne regarde pas lui d'il y a 3 semaines ou lui qui a été tapé une fois par mois. Ouais. Et ça revient aussi à ce que tu as dit quand on parle d'un deuxième niveau de pensée. C'est par exemple, les gens, ils s'attendent à recevoir 10 millions de dollars. Les gens s'attendent à recevoir 100 000 dollars. OK? So, les gens s'attendent à recevoir, exemple, 100 000 dollars à tous les trimestres. Et là, finalement, ils reçoivent 50 000 dollars. Mais le fait qu'ils s'attendaient à 100 000, même si tu leur donnes ce cadeau-là et qu'ils ne l'avaient pas à la base, va faire en sorte qu'ils sont déçus quand ils reçoivent 50 000 parce que c'est moins que ce qu'ils s'attendaient. Et c'est la même chose, par exemple, tu prends certaines actions de compagnie, comme on en parlait sur un autre épisode, et les gens s'attendent que le rendement soit absolument exceptionnel. Mais finalement, toi, tu regardes les données et tu réalises, les gens s'attendent que ça soit absolument exceptionnel. Les données sont bonnes, mais ça va être juste bon. Ça ne va pas être absolument exceptionnel. Sur le deuxième niveau de pensée, c'est si tout le monde pense que ça va être absolument exceptionnel, mais que finalement, c'est juste bon. Bon étant moins que exceptionnel, ben le marché va corriger à court terme par rapport à cette donnée-là, la valeur de cette entreprise, de ces stocks-là. Donc, au lieu de long comme tout le monde ferait, je vais aller avec la vue non consensuelle qui est, ben moi, je vais short, l'inverse de ce que tout le monde fait. Mais tu ne fais pas juste l'inverse, tu fais l'inverse puis ça fait du sens. So, c'est quoi l'inverse du fait que tout le monde veut acheter parce qu'il pense que ça va être exceptionnel? Short, est-ce que maintenant ça fait du sens? Oui, parce que les données sont bonnes, mais les gens s'attendent à exceptionnel, sont trop optimistes. Et donc ça, c'est un exemple de deuxième niveau de pensée et de point de vue non consensuel. 100%. Parfait. 5e question. Quelle est la vraie cible et la liquidité? On va commencer avec Wassim. Let's go. Moi,
pourquoi moi j'utilise beaucoup la liquidité, surtout à mon trading, un peu moins en investissement, beaucoup plus en trading. Parce que les gros joueurs, c'est les institutions. Et les institutions, ils ne peuvent pas trader comme nous et juste appuyer sur un bouton et mettre 100 000 lots, let's go, ça part à la vente et waouh. Non. Il n'y a pas assez de liquidité dans le marché pour pouvoir faire ça. Donc, ils ont différentes personnes qui travaillent dans ces institutions-là, des gens qui font des trades, d'autres qui donnent des setups aussi pour aller chercher les liquidités, ce qui va leur permettre de rentrer le plus possible pour la vente. Ils ne vont jamais pouvoir rentrer tout d'un coup. Il va falloir liquider avant pour pouvoir rentrer. Et c'est là où on peut se poser quelle est la vraie cible. La vraie cible, c'est qui? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les autres institutions? Ou est-ce que c'est les retail traders, une bagarre pour avoir le plus de liquidité possible pour pouvoir rentrer ces transactions à la vente? Absolument. 100%. Puis, quelque chose que je vais ajouter, je ne vais pas rentrer trop en profondeur dans ce sujet, sinon je ne vais jamais arrêter de parler. Mais par rapport au SMC, il faut faire attention par rapport à ça. La vérité, c'est qu'il y a de la liquidité partout. Mais la vraie question que tu dois te poser, c'est quelle liquidité qui est la plus importante. Tu vois, c'est quelle liquidité qui est la plus importante. Alors, la meilleure manière de savoir quelle liquidité est la plus importante, c'est d'avoir au moins une bonne connaissance du price action, au moins pour savoir quelle liquidité qui est importante. Puis une de mes phrases préférées de ce que Sam avait dit il y a longtemps, c'est le marché va aller chercher le dernier idiot. Tu vois? Maintenant, comment tu fais pour pas faire partie de ce dernier idiot? C'est simple. C'est avoir une bonne connaissance du price action. Puis numéro 2, je viens juste de l'oublier grâce aux grimaces des gens, mais je reviendrai sur ce point-là. Mais il y a justement, par rapport au point à Gory, il y a une phrase au poker qui dit lorsque tu t'assois à table et que tu commences à jouer, si après 20-30 minutes, tu n'as pas trouvé c'est qui le poisson, entre guillemets, ben c'est parce que c'est toi. Et c'est ça qui veut dire par justement le dernier idiot à acheter ou à vendre avant que le marché retourne. Puis, une chose, je veux juste ajouter, là, je viens de me rappeler, OK? Ça me fait plus de visage grimace, OK? Mais une dernière chose que je vais ajouter dedans, c'est que, tu vois, peu importe si tu es un poisson ou tu es une baleine, OK? OK? Tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu. Ouais. OK? La seule différence entre le poisson et la baleine, c'est que la baleine a plus de puissance, a plus de pouvoir, tu vois, a plus de liquidité, tu vois, pour influencer le marché à un certain degré, mais il ne peut pas faire tout ce qu'il veut le faire dans l'océan. Alors, quand tu es conscient de ça, à la fin de la journée, OK, si tu es conscient qu'il va chercher les derniers audios, pas audio, les derniers... OK, guys, comment? Si t'es conscient qu'il va chercher les derniers idiots, OK. C'est de la faute à JP en passant, guys. Si vous écoutez ce podcast, vous avez vu que JP est pas à table. JP, il est pas à table. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il est en backstage en train de faire 10 000 conneries à nous déconcentrer. C'est pour ça qu'on laisse toujours JP à table, sinon il est pas capable d'être sérieux. OK, en résumé, pour pas vous faire avoir, ayez une bonne connaissance du price action, puis vous allez pouvoir déterminer jusqu'à où la baleine va. Jusqu'à où la baleine peut aller chercher le dernier idiot. C'est tout. Alright, passons à la prochaine question. Sixième question, guys, qui est très intéressante aussi. Pourquoi le vendeur de l'actif serait prêt à s'en débarrasser à un prix qui, moi, me semble positif et intéressant? Ça, c'est une très, très, très bonne question. C'est une super forte question, ça. Moi, la première Pourquoi réponse qui me moi, je te vient, c'est vendrais que... ma voiture à perte si je peux faire du profit dessus? C'est ça. Moi, la première réponse qui me vient, c'est que peut-être que je suis plus intelligent que le vendeur. Ça, maintenant, je vous laisse répondre. c'est ça, Ou peut-être t'es plus con que le vendeur. Mais soit l'un, soit l'autre, il y a deux choix à la fin, mais je pense ça. Mais moi, je trouve que c'est une excellente question à se poser parce que la question que moi, j'aime me poser, c'est vraiment pourquoi le vendeur de l'actif serait prêt à se débarrasser de son actif à un prix qui peut m'amener énormément de rendement.
Rendu là, il devrait juste le vendre à ce prix-là. Fait que là, la question que j'aime me poser, c'est est-ce qu'il sait des choses que je sais pas? Est-ce qu'il a un edge que je sais pas? Ou est-ce que j'ai un edge qu'il sait pas? Pourquoi est-ce que quelqu'un vendrait une voiture à 20 000 si elle vaut 40 000? Est-ce qu'il sait quelque chose sur la voiture que je sais pas et c'est pour ça que je l'achète? Ou est-ce que vraiment non? C'est un vendeur qui est dans la merde, il a besoin de liquidité, il a besoin d'argent, ça va pas. Et donc, ça me donne une magnifique opportunité. Parce que c'est comme ça l'investissement et le trading. Hein. Si moi je gagne, quelqu'un perd. Là. S'il y a un acheteur, il y a un acheteur et un vendeur, un des deux s'est trompé. Donc, c'est une question que je trouve extrêmement importante à se poser et à refléter dessus pour faire cette introspection justement sur qu'est-ce que peut-être je manque comme information par rapport à cet actif-là ou quel est mon edge. C'est pour ça qu'on veut le deuxième niveau de pensée. 100%. Quelque chose qui revient. Yep. Que ce soit par rapport à la liquidité ou par rapport au marché ou se poser les bonnes questions. Tu veux aller plus loin sur tes questions. Tu veux te mettre à la place de l'autre aussi. Numéro 7. C'est bon? Yeah, Tu veux la let's faire go. sinon? C'est bon? OK. Ben, en fait, la 7e question, c'est quel est le moat? Ça veut dire Donc, quoi un moat? La M-O-A-T. M-O-A-T. En anglais, c'est le fossé qui se trouve autour du château. Donc, Warren Buffett parle souvent du moat qui est est-ce que le château il a un avantage défensif? Est-ce qu'il a un gros fossé avec de l'eau, des crocodiles? Est-ce qu'il est sur une falaise super dure à atteindre? C'est quoi l'avantage défensif, offensif de ce château-là? Mais c'est quoi l'avantage incroyable qu'il a sur les compétiteurs, ce projet crypto, cette compagnie ou ci ou ça? C'est quoi cet avantage, en fait? C'est ça le mot. C'est une question qu'on veut se poser. Pour moi, ça serait avoir un edge. Maintenant, c'est quoi un edge? C'est avoir un avantage. Puis comment tu sais que tu as un avantage? C'est parce que en trading spécifiquement, dans mon cas, moi, c'est tu as backtesté plusieurs fois et tu as vu dans une longue période de temps si ton edge il fait du sens ou sinon il fait pas de sens. C'est vraiment avec le temps que tu vas découvrir si ça fait du sens ou pas. Moi, je pense que c'est dans une analyse micro. Tu fais une analyse micro de l'entreprise et tu essaies de chercher vraiment c'est quoi son avantage. C'est quoi? Est-ce qu'elle a une équipe extraordinaire? Est-ce qu'elle a quelque chose d'absolument exceptionnel? Une question que j'aime bien me poser, c'est comment est-ce que ça va être fait dans 20 ans? Par exemple, si on avait regardé Tesla et qu'on s'était posé la question il y a 10 ans, comment ça va être fait dans 20 ans? On s'aurait dit des voitures électriques qui se conduisent tout seuls. Génial! So, ils ont un méga avantage parce qu'ils sont déjà en train de faire quelque chose comme si on était 20 ans en avance, mais on ne l'est pas et personne ne le fait. Donc moi, j'aime bien me poser cette question-là aussi pour m'aider à voir l'avantage, le mode d'une compagnie. Comment est-ce que ça va être fait dans 20 ans? Je te rejoins là-dessus sur la partie micro que tu disais par rapport à une structure, un investissement, un produit. Parce que souvent, on arrive dans des situations où tu as le même projet ou le même produit qui sont présentés de manière différente. So, comment est-ce que toi, tu fais pour les départager? Quelle va être la plus-value d'un projet par rapport à l'autre? Et pour le coup, pour le déterminer, la seule chose que tu as à faire et que tu dois faire, c'est bien en fait rentrer dans ce projet et déterminer toutes les choses qu'il y a à l'intérieur et voir où est-ce qu'il y a de plus, mais combien il y a de plus dans un côté, combien il y a de moins de l'autre, et déterminer à ce niveau-là quelle est la plus-value d'un ou l'autre projet directement. So, ça, guys. Yep. Posez-vous les bonnes questions. Ayez un bon système derrière pour vous backer. Une bonne méthodologie. Suivez votre plan et soyez surtout... Ces bonnes questions que vous allez vous poser vont vous permettre de vous adapter dans le marché. Et comme disait Gory, suivez les baleines surtout, c'est important. Voilà. Soyez pas le poisson. C'est ça. On se voit sur le prochain épisode. Yeah. Ah oui!